Merci. Avant tout, je tiens à remercier Madame Marthe Fatin-Rouge Stefanini pour son invitation pour présenter une analyse juridique de la réforme judiciaire 2024 au Mexique. Au regard des exigences de la démocratie, ce sujet a de l'intérêt non seulement pour les juristes, mais aussi pour les citoyens, en raison des risques que cette réforme fait courir face aux majorités dominantes au pouvoir et les rôles des tribunaux face au pouvoir politique. Et la récente réforme judiciaire au Mexique, publiée au journal officiel le 15 septembre 2024, a pour objet central la révocation massive de tous les juges du pouvoir judiciaire. Des milliers de juges qui avaient accédé à leur poste par des biais d'examen d'un système de carrière judiciaire dans lequel il était prévu qu'ils soient promus en fonction de leur performance, de leur expérience et de leur évaluation. Désormais, ils seront remplacés par des juges élus au suffrage populaire sans qu'aucune expérience de la fonction judiciaire ne soit obligatoire. Cela conduit à une réflexion sur le constitutionnalisme démocratique, non seulement en raison de la bataille qui a été menée récemment entre les pouvoirs exécutifs et les pouvoirs législatifs contre le pouvoir judiciaire, mais aussi en raison d'une analyse de ce que la démocratie au sens substantiel. Cette dernière, en ce qui concerne les limites du pouvoir constitué pour réformer la Constitution, les contrôles constitutionnels des amendements constitutionnels par les pouvoirs judiciaires, les garanties du droit à un tribunal, les droits acquis violés par décision des majorités qui se sont imposées, injonctions et sentences non respectées au cours de la dite procédure de réforme constitutionnelle, un scénario dans lequel on observe comment les contre-pouvoirs jouent dans l'exercice du pouvoir, les risques face à un éventuel affaiblissement du pouvoir judiciaire, les effets non seulement de la part de la puissance publique, mais aussi de la part de la puissance privée, qu'il s'agisse des groupes licites ou illicites, et ou agents d'intérêt à placer leurs juges. Pour commencer, les pouvoirs politiques doivent avoir des limites. Qu'est-ce que le pouvoir politique? Dans la colonne de fer de Taylor Caldwell, il a raconté comment les Romains, qui pouvaient voter indépendamment de leur culture ou de leur ignorance, de leur esprit ou de leur maladresse, de leur bonne virilité ou de leur bassesse, quand ils se réunissaient dans les forums, pouvaient être facilement excités et même encore croire des mensonges s'ils étaient racontés par leurs politiciens préférés et des calomnier les mieux s'ils étaient manipulés de se révolter contre tout coquin qui prétendait les aimer et vouloir les servir. La plèbe n'est pas et n'aime pas Cicéron pour lui-même. Il laisse parce que Claudius leur a ordonné de les haïr. Le pouvoir judiciaire et la désignation des juges doivent-ils être régis de manière politique? Quelle garantie pour l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire et sa professionnalisation? Quelle garantie du droit à la justice et comment éviter que la décision de la majorité au pouvoir n'affecte les garanties du pouvoir judiciaire sous couverte de démocratie exercée par un seul groupe? D'une manière générale, en vertu de la réforme publiée au journal officiel de la Fédération, le 15 septembre 2024, il est prévu 1. La destitution massive de tous les juges au niveau fédéral et local et leur remplacement par des personnes issues d'une élection populaire. 2. La carrière judiciaire est abolie, alors qu'avant de la réforme, il s'agissait d'un système en vertu duquel l'accès au poste judiciaire se faisait par voie de concours et la carrière était échelonnée au regard du mérite, des formations, des promotions, des évaluations des performances et de la cessation des fonctions sur la base de l'égalité des chances et des critères objectifs. 3. Les conseils de la magistrature fédérale et le Consejo de la Judicatura fédérale est dissous et les tribunaux de discipline judiciaire et l'organe d'administration judiciaire sont créés.
Le tribunal de discipline judiciaire peut notifier les ministères publics compétents en cas de commission éventuelle de crimes, sans préjudice de ses pouvoirs de sanction, et demander la mise en accusation des juges. Leurs décisions sont inattaquables. 4. Pour être membre de la Cour constitutionnelle suprême, une licence en droit est requise. Une moyenne de 8 points sur 10 et 9 points sur 10 dans les matières liées au poste. Il faut préciser qu'il n'y a pas les mêmes exigences ni la même qualité des études de licence dispensées dans les diverses universités du Mexique. En plus, il exigeait une expérience de droit de 5 ans. Pour les magistrats de circuit, les exigences sont les mêmes, à l'exception d'une expérience professionnelle de 3 ans. Mais pour les juges de district, aucune expérience n'est requise, même si cette juridiction a des compétences de juge constitutionnel. Les pouvoirs judiciaires locaux doivent adapter, les États fédéraux locaux doivent adapter leur constitution et règlements locaux conformément à ces directrices pour aussi choisir les pouvoirs judiciaires locaux par élection populaire. Un processus électoral extraordinaire est établi pour se tenir le 1er juin 2025 afin d'élire les membres de la Cour constitutionnelle, les magistratures vacantes de la Chambre supérieure du tribunal électoral, les magistratures des chambres régionales du tribunal électoral, ainsi que le membre du tribunal de discipline judiciaire et la moitié des magistrats des circuits et des juges du district. Au total, et dans l'élection de 2025, et 881 juges au niveau fédéral, c'est-à-dire la moitié des juges du pouvoir judiciaire fédéral, et il y a plus de 4000 candidats au niveau fédéral. En 2027, aura lieu la deuxième phase de ce qui sera le renouvellement total de tous les juges au niveau fédéral et aussi l'élection des juges au niveau étatique. Les suspensions, mesures conservatoires, agent des effets erga omnes, des effets généraux, dans le cadre de la procédure d'amparo, sont maintenant interdites. L'effet des arrêts d'amparo, qui déterminent l'inconstitutionnalité des normes générales, est maintenant limité. Auparavant, il pouvait avoir des effets erga omnes, mais en vertu de la réforme, ils n'auront que des effets inter partes. Des juges sans visage non reconnaissables sont établis dans le cas du crime organisé. Il sera alors impossible de connaître l'identité et l'aptitude de ces juges, ni d'évaluer leur impartialité ou leur degré de compétence. Il faut préciser que les juicios d'amparo, la procédure d'amparo, et en général les juges constitutionnels ont joué un rôle fondamental dans cette réforme. Avant de proposer la réforme, le président de la République était pas contente en raison des arrêts d'inconstitutionnalité de plusieurs de ces décrets par les juges constitutionnels. Par exemple, en matière d'hydrocarbures, d'électricité et de sécurité publique et de risque de militarisation du pays. 2. Les principaux destinataires de la réforme judiciaire sont plutôt les juges constitutionnels qui ont été constamment dénigrés par les présidentes de la République dans ses discours publics quotidiens. 3. Les juges constitutionnels ont prononcé des suspensions dans le cadre de la procédure d'amparo, des injonctions et des arrêts d'amparo contre la procédure de réforme constitutionnelle, mais non exécutés par les législateurs. 4. Le procès d'amparo a été aussi objet de réformes, comme je viens de dire, de manière régressive en matière de protection des droits fondamentaux, puisque les effets généraux des suspensions et des arrêts d'amparo ne sont plus autorisés. Et finalement, les juges de la légalité des États fédérés peuvent renouveler leurs juges jusqu'en 2027, et ce n'est pas le cas des juges constitutionnels. Pour que le processus électoral extraordinaire commence en 2025, dans le cadre d'une réforme accélérée. Dans la rectitude de la justice,
Des questions qui font partie d'un seul problème deviennent importantes. Qui doit nommer les juges et combien de temps doit-il rester en fonction? En somme, les questions abordées sont relatives à l'indépendance et à l'impartialité des juges pour prononcer leurs sentences par des juges ayant des connaissances et une expérience dans l'administration de la justice et à leur droiture. Le constitutionnaliste mexicain Emilio Rabasa, dans son ouvrage La Constitution et la démocratie, a précisé en 1912 la nécessité pour les juges d'avoir liberté de prononcer leurs décisions. À cet égard, il a tenu compte des points suivants. L'élection populaire n'a pour but de faire de bonnes nominations, mais d'amener au pouvoir les fonctionnaires qui représentent la volonté de la majorité. Les magistrats ne peuvent, sans prostituer la justice, être les représentants des personnes, ni suivre la volonté des autres ou leur volonté. La nomination d'un juge ne doit pas lui imposer une obligation envers ses électeurs. Les fonctions politiques sont précédées d'une campagne électorale au cours dans laquelle les candidats se montrent, combattent ses adversaires, promet et entraîne ses partisans. La campagne électorale d'un candidat à la magistrature n'aurait rien sur quoi se fonder, considérait Monsieur Emilio Rabassa. Si ce n'est qu'il nie loue ses vertus, son indépendance de caractère, et une telle campagne serait honteuse chez un homme droit qui est dévoué à l'administration de la justice avec sérénité et neutralité. L'homme inter serein et qui connaît profondément la loi ne manifeste pas nécessairement ses qualités aux yeux des masses et il est essentiellement impopulaire. Ces questions et d'autres sont devenues pertinentes. À cet égard, il est important de prendre en considération les causes de la réforme judiciaire, son contexte, la procédure, les délais accélérés, même approuvés par certaines législatures des États fédéraux en moins de 3 heures, 2 heures même. Tout cela analysé au regard des exigences du constitutionnalisme dans ses aspects procéduraux que substantiels. Au-delà, au-delà de la réforme du pouvoir judiciaire, seront également analysées d'autres réformes constitutionnelles prévues par le décret du 15 septembre 2024, comme celle mentionnée et relative à la limitation des effets des mesures conservatoires, ainsi que les effets de la sentence Amparo déclarant l'inconstitutionnalité des normes générales qui seront désormais plus erronées, mais seulement inter partes. Un autre, il sera aussi examiné le rapport de cette réforme avec des réformes constitutionnelles ultérieures à l'initiative du chef de l'exécutif. Réforme constitutionnelle approuvée en moins d'un mois. Publiée au journal officiel le 31 octobre 2024 pour interdire le contrôle de constitutionnalité contre les réformes constitutionnelles. Enfin, seront prises en considération les effets et les irrégularités détectées dans la pratique jusqu'à présent dans la mise en œuvre de la dite réforme judiciaire. Quel est le contexte de la réforme judiciaire et ses vices d'inconstitutionnalité? Le contexte dans lequel s'est déroulée la procédure de réforme judiciaire permet de comprendre l'ampleur des violations liées à la procédure et à la démocratie au sens substantiel qui ont été constatées auprès des juges constitutionnels. La question est si la réforme contient-elle des vices de procédure et des vices qui affectent la qualité démocratique du débat parlementaire. C'est la première question. Et l'article 135 de la Constitution mexicaine dispose: la présente Constitution peut être complétée ou modifiée pour que les ajouts ou les réformes en faisant partie. Il est nécessaire que le Congrès de l'Union, par les votes des 2 tiers des individus présents, se mettent d'accord sur la réforme ou les ajouts et que ceci soit approuvé par la majorité des législatures des États fédéraux et de Mexico. Quel était le climat avant et pendant la procédure de réforme? Attaque systématique du chef de l'exécutif contre le pouvoir judiciaire pour les délégitimité, financée par des fonds publics dans son programme de chaque matin, appelé la Mañanera,
affirmant que le pouvoir judiciaire appartenait à la mafia du pouvoir, à l'oligarchie conservatrice, sans en apporter la preuve ni suivre une procédure ou un procès sous garantie judiciaire. Aussi, l'incitation publique est répétée à la haine contre les juges, donnant même les noms de certains d'entre eux et en provoquant des réactions chez quelques citoyens, comme l'incendie des figures avec des juges dont les noms il avait mentionnés dans ses conférences. L'initiative du chef de l'exécutif fédéral a été présentée le 5 février 2024. L'exposé des motifs précise que cette réforme vise à moderniser les pouvoirs judiciaires afin qu'ils disposent du soutien et de la légitimité démocratique nécessaire pour faire appliquer ces décisions. En outre, il est prévu de mettre en place des organes efficaces pour lutter contre la corruption, l'impunité, le népotisme, les trafics d'influence et les abus au sein du pouvoir judiciaire afin qu'ils soient menés dans la transparence et la responsabilité devant la société. Mais cette initiative ne mentionne rien pour réformer les bureaux du procureur, les ministères publics, améliorer les mécanismes de contrôle disciplinaire existants, etc. Il convient de noter qu'en ce qui concerne les causes de la réforme, il y avait d'autres propositions et il y avait même la possibilité de participer à des forums avec les universités et les organisations professionnelles afin d'améliorer la proposition de réforme. Cependant, en raison du temps fast-track de la réforme, cela n'a pas été le cas. Il faut aussi considérer les points de vue de l'exécutif concernant la hiérarchie de la loi et des droits. Juste un exemple. En matière de protection des données personnelles, dans son programme de chaque matin, la mañanera, il a diffusé publiquement le numéro de téléphone d'une journaliste, Madame Nathalie Kitreff. Il n'a pas aimé ses commentaires de cette journaliste et il a déclaré qu'au-dessus de la loi, il y avait son autorité morale et son autorité politique. Après les élections présidentielles au Mexique, le 2 juin 2024, le parti du président de la République, Morena, a obtenu la majorité des sièges au Congrès et dans les législatures des États et de Mexico pour pouvoir bien mener des réformes constitutionnelles par lui-même. Et le 26 août 2024, la Commission des points constitutionnels de la Chambre des députés a discuté et approuvé l'avis. Il y a eu des blocages au palais des législatifs par les travailleurs. Alors, il y a aussi les déplacements des législateurs à un centre sportif, la Magdalena Michuca, pour voter la réforme dans un centre sportif, sans garantie de vérification d'identité et de quorum, le 3 septembre 2024. Et le projet de réforme a été approuvé et il est transmis au Sénat. Il y a eu des manifestations et dans les rues par des étudiants de plusieurs universités publiques et privées, des professeurs, des avocats, des travailleurs, des juges, des entrepreneurs, organisations civiles. Mais la réforme a continué. Il y a eu même l'éruption des manifestants au Sénat le 10 septembre 2024. Alors, il y a eu un changement de sièges et discussions au Sénat. Et aussi, il y a l'usage de la force publique contre les manifestantes. Et lors d'une séance du 10 septembre 2024, pardon, qui a duré jusqu'aux premières heures du 11 septembre 2024, la réforme judiciaire a été votée et approuvée. Il faut préciser que dans le cadre d'une telle réforme judiciaire, plusieurs suspensions conservatoires, injonctions ont été accordées ainsi que des amparos. Cependant, ils n'ont pas été respectés et la procédure s'est poursuivie. Et dans un délai sans précédent d'environ 21 heures, plus de 17 législatures d'États fédéraux ont voté l'approbation d'une telle réforme. Le 15 septembre 2024, la réforme du pouvoir judiciaire est publiée au journal officiel de la Fédération.
c'est-à-dire à la veille de la célébration de la fête nationale par le président de la République, en commémoration du cri de l'indépendance et de la célébration du jour de l'indépendance du 16 septembre 1821. Il convient de noter qu'il y a eu des plaintes pénales contre des juges qui avaient accordé des injonctions contre la réforme judiciaire. Et la deuxième question, les pouvoirs judiciaires est-il compétent pour examiner la réforme constitutionnelle? Dans un état de droit, il est nécessaire de prévoir des mécanismes de contrôle par les tribunaux qui garantissent que même dans les cas de réformes constitutionnelles, celles-ci soient conformes au respect des droits de l'homme, à la séparation des pouvoirs et à l'indépendance des tribunaux entre eux. À cet rare. Au Mexique, il convient de distinguer la procédure d'amparo, qui est un moyen de contrôle de constitutionnalité concret des actions d'inconstitutionnalité, un mécanisme de contrôle abstrait de la constitutionnalité. Aussi, il convient de noter que le contrôle de constitutionnalité au Mexique a été recevable contre des réformes constitutionnelles et des arrêts qui avaient déterminé que le pouvoir réformateur de la Constitution n'est pas le pouvoir constituant. Et dans tout cas, il a des limites. Alors, l'État constitutionnel doit prévoir des mécanismes pour contrôler des réformes constitutionnelles. Si l'on entend par activité législative la procédure en vertu de laquelle les pouvoirs de l'État créent, modifient ou abrogent des lois ou des normes juridiques générales, et si la loi au sens large s'entend comme une norme générale, dans cette perspective, la procédure des réformes constitutionnelles a été une procédure législative au sens large dont les résultats est la modification de la norme suprême. En effet, à quoi bon prévoir des règles relatives à la procédure de réforme constitutionnelle si elles ne sont pas efficaces? Il n'y aurait pas de sens de prévoir les conditions de réforme de la Constitution, surtout dans les cas de constitutions rigides. Conséquence. Il faut souligner qu'après la réforme judiciaire de 2024, Madame la Présidente de la République a introduit une nouvelle initiative de réforme constitutionnelle approuvée en moins d'un mois et publiée le 31 octobre 2024 pour interdire expressément dans la Constitution les contrôles de constitutionnalité des réformes constitutionnelles. Dans le projet d'arrêt du juge constitutionnel González Alcántara, affaire 164-2024, 165-2024, 166-2024 et autres, il a considéré dire que le pouvoir constituant dérivé n'a pas de limite équivaudrait à dire qu'il est un pouvoir constituant originaire, en plus de contrevenir au principe de la suprématie constitutionnelle, un principe juridique d'où découlent les limites des réformes constitutionnelles. Il y a donc limites explicites, expressément prévues dans les textes constitutionnels, et limites implicites. Elles sont pas exprimées, mais c'est sur elles qui repose le système constitutionnel et la démocratie substantielle, tels que le respect des droits fondamentaux, la division du pouvoir. À titre d'exemple de ces dernières, l'élimination de l'indépendance judiciaire ou l'affaiblissement du pouvoir judiciaire face aux autres pouvoirs, ainsi que la concentration du pouvoir entre eux et la conséquence d'être à la merci des majorités dominantes, portent atteinte à la démocratie substantielle. Une réforme constitutionnelle est différente de la destruction du système constitutionnel. C'est rare. L'article 40 de la Constitution mexicaine établit que le peuple mexicain a la volonté de s'établir en tant que république démocratique, entre autres. Il est donc important de comprendre ce que la démocratie, une démocratie formelle, uniquement par les majorités dominantes, ou une démocratie substantielle, sous réserve du respect de la séparation du pouvoir et du respect des droits fondamentaux. À cet égard, des juges constitutionnels ont estimé que la réforme judiciaire modifiait les principes constitutionnels fondamentaux et que son contrôle de constitutionnalité était recevable, sauf dans les cas de l'action d'inconstitutionnalité 164, 2024 et autres, et que ce principe ne peut pas être modifié sans limite. En effet, dans l'article 35 de la Constitution mexicaine, il est prévu que, bien que les citoyens ont les droits de vote lors des consultations populaires
les droits de l'homme reconnus dans la Constitution et dans les traités internationaux, les garanties de leur protection et les principes constitutionnels de l'article 40 ne peuvent faire l'objet d'une consultation populaire. Il en découle l'importance de protéger les principes de la démocratie délibérative, l'indépendance de la justice, les droits à un tribunal indépendant, entre autres. Quant à l'indépendance de la justice, liée à la démocratie dans un sens substantiel, bien qu'elle n'ait pas mentionné sous ce nom, il est clair qu'elle a été examinée par l'Assemblée constituante de 1917. Assez rare, les pouvoirs constituants de 1917 a rejeté l'idée d'un pouvoir judiciaire par vote populaire, les jugeant insuffisante. L'élection d'un magistrat peut-elle être assimilée en qualité et en nature à l'élection d'un président de la mairie? Peut-on assimiler à l'élection d'un député, à l'élection d'un sénateur ou à l'élection du président de la République? Non, monsieur. La fonction judiciaire est plus délicate, a dit monsieur le député constituant Pastrana Jaimes. Un magistrat, monsieur, qui n'a d'autre fonction que d'appliquer la loi, qui proposerait-il à ses électeurs en faisant la campagne électorale? Il devra nécessairement prendre des engagements politiques, messieurs les députés, ce qui ne ferait rien d'autre que dénaturer l'institution du pouvoir judiciaire, a dit monsieur le député constituant Manuel Herrera. La troisième question est concernant les irrégularités de la procédure de réforme constitutionnelle. Et la réforme constitutionnelle qui n'est pas conforme à la procédure constitutionnelle prévue par l'article 135 de la Constitution n'est pas incorporée dans la Constitution. Et les formalités essentielles de la procédure d'amparo, pardon, de la procédure de réforme constitutionnelle garantissent le respect des principes démocratiques. Et je donne un exemple d'un arrêt d'amparo, le 1138-2024, qui a confirmé ces critères. Les irrégularités d'une telle réforme ont été analysées dans le cadre des actions inconstitutionnelles et aussi dans le cadre des procédures d'amparo. Et premièrement, on a considéré qu'il a manqué des compétences matérielles du pouvoir réformateur en ce qui concerne la portée de la démocratie constitutionnelle et alors les limites matérielles du pouvoir des réformes, puisqu'un pouvoir constitué n'est pas l'Assemblée constituante. Les pouvoirs constituants de 1917 a jeté les bases d'une division des pouvoirs avec un système d'équilibre des pouvoirs, y compris l'indépendance du pouvoir judiciaire qui était renforcée en particulier par des réformes de 1994 par lesquelles la carrière judiciaire a été adoptée. Il y a eu des menaces à l'encontre des parlementaires. Par exemple, Monsieur le sénateur Miguel Ángel Yunes Márquez, alors membre du parti PAN, a déclaré qu'il faisait l'objet de persécutions politiques et des menaces de poursuites judiciaires contre lui et sa famille. Après, il a changé ses critères et il a voté en faveur de la réforme. Et les menaces se sont arrêtées. Il a été même considéré pour être membre du parti Morena. Des déclarations du sénateur Daniel Barreda Pavón sur la persécution politique contre lui et sa famille et des menaces. En science, il ne s'est pas présenté. Il a déclaré que son père avait été arrêté et qu'il avait été libéré après les votes de la réforme. La violation de la liberté parlementaire. L'inviolabilité parlementaire est une prérogative du législateur, lui permettant de s'exprimer dans le cadre de son activité parlementaire en toute liberté et ne pas faire l'objet d'une censure ou de poursuites pénales. Cette liberté a une dimension collective et une dimension individuelle. La première trouve son présupposé dans la séparation des pouvoirs, de telle sorte que le Parlement doit agir en toute autonomie vis-à-vis du pouvoir et du pouvoir exécutif ou tout autre pouvoir. Dans sa dimension individuelle, il y a la liberté de chaque parlementaire de voter sans pression extérieure. L'égalité parlementaire, que chaque vote des parlementaires ait la même valeur qu'il ou elle monte à la tribune pour s'exprimer, confronter ses idées et de façon libre et sur un pied d'égalité avec le reste des parlementaires. Absence de garantie de vérification de l'identité des assistantes et du quorum, ce qui entraîne
la nullité de l'Assemblée, garantie de l'existence des conditions pour que les débats parlementaires respectent les formalités constitutionnelles, juridiques et réglementaires. Il y a eu un transfert du siège des parlementaires au centre sportif Magdalena Michuca pour tenir la session, dans laquelle il n'y avait aucune garantie d'identification ni de vérification de respect du forum par rapport aux personnes qui ont voté. En plus, il y avait l'obstacle de l'enregistrement des présences par le biais du système électronique. Les quorums et les identifications des participants ont été demandés pour être examinés, par exemple, par les députés Pérez Gavino, les députés Gamboa Torales, etc., mais il n'a pas exécuté, selon la version sténographique de la science du 3 septembre 2024 de la Chambre des députés. Une autre question. Quels sont les vices de la réforme constitutionnelle mettant en cause la démocratie substantielle et le contenu du texte constitutionnel, les cas échéants? La partie la plus forte dans un litige contre l'État est l'État. Les juges doivent compter sur des garanties d'indépendance. Et c'est monsieur le juge constitutionnel González Alcántara Carranca qui a considéré dans son projet dans son projet d'arrêt contre cette réforme constitutionnelle, ces considérations, et les pouvoirs tendent à s'épandre, à chercher à échapper aux freins et contrepoids de tout système démocratique. Il est même capable de changer les règles du jeu à partir de la modification de la Constitution pour limiter les contre-pouvoirs et affaiblir les institutions. Et, par exemple, ce point a été analysé dans l'arrêt d'amparo 1338 2024. Sur ce point, quel est le rôle des juridictions constitutionnelles? En plus d'être garant des droits fondamentaux, les juridictions constitutionnelles maintiennent également l'équilibre des pouvoirs, le respect de l'ordre juridique et garantissent la démocratie dans un état de droit. Ils sont aussi les gardiens de la suprématie constitutionnelle. Quelles sont les garanties et les droits en matière d'accès à la justice? Monsieur le juriste Luigi Ferrajoli, il souligne que dans les sociétés contemporaines, il y a une profonde crise du droit. Pour pallier les risques d'affaiblissement du constitutionnalisme, il parle du modèle du garant. Dans ce modèle, les droits contemporains ne se concentrent pas sur les formes de production des normes, mais aussi sur les contenus. Contrairement à la démocratie formelle qui donne la priorité à la volonté de la majorité, il existe une démocratie substantielle qui est liée à la substance, à la validité et des contenus subordonnés au respect des droits fondamentaux, à l'indépendance des juges. En outre, il s'agit de garanties des juges impartiaux et indépendants, agents de connaissances et une expérience de l'administration de justice, ainsi que des exigences de droiture liées à leur fonction. Et Monsieur Luigi Ferrajoli a aussi fait une analyse de la réforme judiciaire au Mexique et il a parlé aussi de ce phénomène qui n'existe pas seulement ici, mais aussi dans plusieurs pays du monde. Et l'importance des garanties judiciaires et de la démocratie au sens substantiel. Les juges d'amparo ont aussi analysé des éléments suivants de la réforme. Un service public efficace et professionnel dans l'administration de la justice. Les évaluations dans les mécanismes de la carrière judiciaire passées étaient basées sur l'adhésion, la continuité, les concours, en se mettant à jour de l'évolution du droit. À l'inverse, maintenant, avec la réforme judiciaire, prévoyons un système d'élection populaire, même pour être juge des districts, juez de distrito, qui est un genre de juge constitutionnel, l'expérience juridique n'est pas requise. Accès à des tribunaux indépendants. L'indépendance de la justice est l'un des piliers fondamentaux qui, selon la jurisprudence interaméricaine, doit répondre à ces attendus, une nomination adéquate, une inamovibilité du poste et des garanties contre les pressions extérieures. La nomination ne peut être faite par n'importe quel processus. Elle est renforcée, bien sûr, par l'inamovibilité de la position
ce qui ne signifie pas l'impunité. Cependant, les juges ne peuvent pas être révoqués arbitrairement, encore moins à grande échelle, massivement. Il doit avoir une procédure judiciaire avec des garanties judiciaires. Par exemple, en raison d'infractions disciplinaires. Les juges doivent être en mesure de statuer à l'abri de toute pression extérieure, menace ou ingérence directe ou indirecte, de quelque nature que ce soit. Dans ces cas-là, et dans ces cas de cette réforme, on a considéré qu'il n'y avait pas de garanties suffisantes des processus de campagne pour éviter l'intervention d'agents extérieurs, économiques, politiques et aussi criminels. En outre, les mérites personnels et la capacité professionnelle sont remplacés par les soutiens populaires, sans garantie d'indépendance. Et la réforme a ignoré les mécanismes disciplinaires existants, la responsabilité des fonctionnaires, les contrôles des conflits d'intérêts, les droits pénals, etc. Tout cela dans le respect d'une procédure régulière avec des garanties du droit en tribunal. Affaiblissement du droit d'avoir des magistrats professionnels. Maintenant, ça sera des élections, une élection populaire et il n'est pas exigé d'avoir expérience judiciaire. Révocation forcée des juges. Les droits fondamentaux des juges et des membres de l'ordre judiciaire sont méconnus. L'stabilité de l'emploi est violée. L'autodéfense démocratique des tribunaux. Pour protéger la démocratie, les tribunaux doivent se protéger des majorités dominantes et du populisme. Par exemple, les fondements et l'article 17 de la Constitution, les préambules de la Convention américaine relative aux droits de l'homme et son article 8.1 parle du droit à un tribunal indépendant et l'article 25 parle du droit à un recours effectif. Juste à manière d'exemple, l'affaire Aguinaga-Ayllón contre Équateur on a considéré que la protection de l'indépendance judiciaire acquiert une importance mondiale face à l'érosion des démocraties où les pouvoirs formels sont utilisés pour vider les institutions de leur contenu, ne laissant que leur apparence. Risque de la réforme judiciaire, affaiblissement des institutions pour s'emparer à d'autres institutions démocratiques. Juste un exemple. Une réforme constitutionnelle ultérieure publiée dans le journal officiel le 20 décembre 2024, par lequel 7 organismes autonomes ont été éliminés, dont l'INAI, l'Institut national de la transparence, de l'accès à l'information et la protection des données personnelles. Il s'assurait de manière autonome et indépendante la transparence et la responsabilité du gouvernement. Les organes autonomes ne sont pas une concession du gouvernement, ils ne sont pas une concession de l'État, ils sont une réalisation des citoyens. Ils sont les résultats d'années de lutte pour construire des contrepoids qui garantissent l'impartialité, la transparence. Monsieur le sénateur, Luis Donaldo Colosio. Et autres effets. Les pouvoirs tendent à éliminer les freins d'un système démocratique. Et comme j'avais déjà dit, il est capable de changer les règles du jeu, les textes de la Constitution, pour limiter les contre-pouvoirs, pour affaiblir les institutions. À cet égard, il faut noter que ces derniers temps, à moins de 7 mois, il y a eu plus de 80 réformes des articles constitutionnels à l'initiative du chef de l'exécutif, approuvé par la majorité des législatures du même parti au pouvoir, Morena. Par exemple, la réforme de l'article 19 de la Constitution, en vertu de laquelle la détention provisoire ex officio est autorisée, publiée au journal officiel le 31 décembre 2024. La Constitution mexicaine, elle est vraiment une constitution rigide. Et autant de réformes constitutionnelles dans une période aussi courte de temps et l'attendu de leur contenu. Le but des procédures des réformes constitutionnelles, bien sûr, est de permettre un changement dans l'ordre constitutionnel tout en maintenant la stabilité de l'ordre juridique, qu'il s'agisse d'une constitution rigide ou d'une constitution souple. Mais les juges sont les garantes, les protections et les protecteurs des abus
face à la domination des majorités qui s'imposent en ce qui concerne le contenu, le respect des droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Ainsi, la démocratie ne se limite pas à la suprématie des majorités, mais exige un équilibre qui garantisse que les minorités soient traitées équitablement et qui empêche l'abus de toute position dominante. À titre juste d'exemple, trois exemples. Et et la réforme du 15 septembre 2024 prévoit et aussi l'affaiblissement des mécanismes de protection constitutionnelle contre les abus du pouvoir et les droits des justiciables tels que l'amendement à l'article 107, section 10 de la Constitution qui dit dans le cas d'une procédure d'amparo dans laquelle l'inconstitutionnalité des normes générales est invoquée, la suspension ne peut en aucun cas être accordée avec des effets égaux ornis. Les mesures conservatoires ou provisoires sont des mesures ordonnées par le juge afin d'empêcher l'exécution de l'objet du procès, faute de quoi l'administration de la justice pourrait être illusoire. La suspension dans le cadre de la procédure d'amparo est une mesure conservatoire qui a pour objet de préserver l'objet de l'amparo et l'exécution, les cas échéants, de l'arrêt d'amparo. Ainsi, les risques du periculum in mora sont surmontés en raison du temps qu'il faut attendre pour que la question soit résolue. Cependant, en vertu de cette réforme constitutionnelle, les procès d'amparo deviennent un mécanisme tronqué puisque les effets de la suspension ont été limités. D'autant plus que les défendeurs est précisément l'autorité, l'État, normalement, devant laquelle il faut renforcer les mesures conservatoires, l'efficacité de la justice et que le procès ne reste pas sans matière. Par exemple, s'agissant des droits collectifs en matière du droit environnement sain, tout cela va à l'encontre du principe de progressivité dans la protection des droits de l'homme. Un deuxième exemple, amendement à l'article 107 de la Constitution, section 2. Dans le cas d'une procédure d'amparo qui résout l'inconstitutionnalité des normes générales, les jugements rendus ne peuvent en aucun cas produire des effets erroneous. C'est-à-dire, malgré le fait qu'il y a une norme qui a été déclarée inconstitutionnelle, les effets du jugement seront inter partes et non erroneous. C'est-à-dire, l'autorité peut continuer à appliquer la norme inconstitutionnelle dans les systèmes juridiques. Et juste un exemple. Que se passerait-il si la récente polémique relative à l'initiative des lois sur télécommunications était approuvée? Cette initiative a été envoyée le 23 avril par le chef de l'État, laquelle prévoit que les gouvernements peuvent bloquer les plateformes numériques. Il faut préciser que la dite réforme n'a pas été encore votée. En plus, l'initiative disait que les gouvernements étrangers ne peuvent pas transmettre des propagandes politiques ou idéologiques au Mexique. Bien que le chef de l'exécutif a récemment indiqué que cela pourrait être modifié, des questions subsistent concernant les effets du reste de la loi et la violation de la liberté d'expression, au cas où elle soit approuvée par la majorité du parti au pouvoir. Et un troisième exemple, et dernier de ce que je parle, est la réforme constitutionnelle du 31 octobre 2024, amendement à l'article 105 de la Constitution, afin d'établir que les controverses constitutionnelles et les actions inconstitutionnelles qui ont pour but de contester des ajouts ou des réformes à la Constitution sont maintenant irrécevables. Amendement à l'article 107 de la Constitution afin d'établir dans la Constitution que la procédure d'amparo contre les ajouts ou modifications à la Constitution ne sera pas recevable. L'un des aspects de la défense de la Constitution est constitué par les procédures devant une instance juridictionnelle afin de lutter contre les actes inconstitutionnels. Dans cette situation, dans le système juridique mexicain, il existe des mécanismes de contrôle de constitutionnalité, la procédure d'amparo et actions d'inconstitutionnalité. Bon, il faut préciser, il existait, parce que maintenant, en vertu de cette réforme, il est prévu expressément que ça serait irrécevable, le contrôle de constitutionnalité des réformes constitutionnelles. De cette façon, il est entendu que, bon, bien sûr, ces mécanismes ont des rapports. L'action d'inconstitutionnalité est un contrôle abstrait de la constitutionnalité et la procédure d'amparo un agent de contrôle de constitutionnalité concret.
Toutefois, à partir de cette réforme, on ne peut plus contester les réformes en constitutionnalité, des constitutionnalités. Une autre question. Des possibles irrégularités dans les processus populaires pour l'élection des juges. Conformément à l'article 96 modifié de la Constitution mexicaine, pour les processus populaires, l'organe d'administration judiciaire informe le Sénat et les postes soumis à l'élection, les spécialisations par matière et circuit judiciaire. Pour l'élection des juges, le Sénat publie l'appel à l'intégration de la liste des candidats. Dans ce cas, la liste a été publiée, pardon, l'appel à l'intégration a été publié et au journal officiel le 12 octobre 2024. Il faut préciser que la loi secondaire la loi secondaire de cette réforme des décrets de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a été publiée au journal officiel jusqu'au 14 octobre 2024. Cependant, comme c'est une réforme accélérée, on a commencé le processus électoral même sans les dispositions secondaires. Il faut faire au plus vite. Et je continue. Chaque pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif, désigne le nombre de de candidatures correspondantes à chaque poste. Les personnes intéressées qui répondent aux exigences du poste soumettent une lettre de motivation de 3 pages et 5 lettres de recommandation de leurs voisins, collègues ou personnes qui soutiennent leur aptitude. Chaque pouvoir intègre un comité, pardon, sinon, chaque pouvoir devra intégrer un comité d'évaluation. Dans ce cas, la date limite était le 31 octobre. Un comité d'évaluation composé de 5 personnes d'activité juridique reconnues. On ne sait pas ça veut dire quoi. Qui recevra les dossiers des candidats, révisera, qui remplissent les conditions, dans ce cas, était jusqu'au 14 décembre, et identifiera les mieux évalués jusqu'au 31 décembre 2025. Quelques observations. Une absence de garantie quant au profil, critères et à l'objectivité des membres du comité d'évaluation et la mise en doute de la capacité et critères objectifs et impartiaux d'égalité des chances et professionnalisation dans la sélection des candidats par le comité d'évaluation. Plus de 11 000 candidats évalués en moins de 2 mois, c'est incroyable. Après, et la dépuration des candidats par le tirage au sort afin de dépurer la liste. Après, le Sénat recevra les candidatures et enverra les listes à l'INE, à l'Institut national électoral. L'INE est en charge de l'organisation de l'élection. Dans ce cas, ça sera la première élection qui aura lieu le 1er juin 2025. Et l'INE effectuera après le dépouillement des votes, publiera les résultats et délibérera les certificats de majorité aux candidatures qui obtiennent le plus grand nombre de voix. Il pourra déclarer la validité de l'élection et il transmettra les résultats à la Chambre supérieure du tribunal électoral, l'Assemblée plénière de la Cour, dans les cas de magistrature électorale. Il existe la possibilité de contester les élections judiciaires, les résultats, et le tribunal devra se prononcer dans ce cas au plus tard le 21 octobre, pardon, le 21, 25 août. D'autres observations. L'INE a déclaré qu'il ne disposait pas d'un budget suffisant et que plus de 170 000 bureaux de vote nécessaires, des bureaux de vote ne seraient pas installés en raison du manque d'argent.
Plus tard, le budget a été augmenté, mais de manière insuffisante. Cela peut avoir pour effet d'augmenter le risque lié à la procédure d'élection des juges, l'installation insuffisante des bureaux de vote, la formation insuffisante d'agents électoraux, moins agents électoraux, en général, l'attente aux droits politiques électoraux des citoyens. Manque de temps pour organiser l'élection populaire des juges. L'INE a demandé une prolongation de 90 jours pour procéder à l'élection judiciaire. Cela n'a pas été autorisé. Il faut continuer le processus. Et quant à la troisième possible irrégularité, quant à la règle selon laquelle chaque pouvoir législatif, exécutif et judiciaire qui présentera par les candidatures dans les délais impartis ne pourra pas les faire par la suite. Cependant, trois juges en fonction d'un accord constitutionnel Lenia Batres, Loretta Ortiz et Jasmine Esquivel sont apparus en dehors du délai légal. Dans une deuxième liste que le Sénat a envoyée à ligne après avoir oublié de les inclure dans la première liste. Elles sont maintenant incluses et le processus continue. Et il faut souligner que ces trois juges se sont prononcés pour la réforme judiciaire et deux de ces juges viennent du parti au pouvoir. Quatrième possible irrégularité. Dans les listes, il y a eu des erreurs dans les spécialités pour lesquelles les candidats ont postulé. Cinquième, durée de la campagne électorale est de 60 jours. Cependant, les juges constitutionnels en fonction et qui sont aussi candidats pour la Cour constitutionnelle, Lenia Batres et Loretta Ortiz ont commencé leur campagne plutôt en violation de la norme électorale. Le processus continue. Manque d'indépendance judiciaire déclarée par le candidat lui-même. Madame Lenia Batres, juge constitutionnelle en fonction de la Cour constitutionnelle et aussi candidate au poste de juge dans la même Cour constitutionnelle et qui vient du parti au pouvoir, a déclaré que si elle est élue, elle sera une alliée inconditionnelle de l'exécutif. Septième possible irrégularité. Des candidatures douteuses en raison de leur lien avec les crimes organisés et des candidatures qui se sont présentées au poste des juges et des personnes en lien avec les crimes organisés, des trafiquants de drogue, des avocats, euh, des trafiquants de drogue, des personnes qui ont été condamnées en première et deuxième instance pour les crimes, les portes illégales d'armes de feu, etc. Le Sénat a dit qu'il allait contester devant le tribunal électoral une vingtaine de candidats à la magistrature et quand il sera lié au trafic de stupéfiants, et il demandera ces affaires qu'elles soient résolues avant les élections du juin prochain. Mais il y a une confrontation d'opinions et l'INE dit qu'il n'est pas compétente et il dit que c'est le Sénat qui doit se prononcer. Il y a une autre opposition qui dit non, 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 ça sera après l'élection des juges où le tribunal électoral pourra se prononcer. Et il y a une quatrième position qui dit que l'élection doit être, le processus d'élection doit être annulé parce qu'il n'y a pas les conditions, il y a plusieurs candidats liés au crime organisé. Il y a aussi des candidatures douteuses pour des candidats condamnés aux États-Unis ou liés à d'autres crimes. Et alors, il n'y a pas eu de filtre fiable par les comités d'évaluation. Une autre possible irrégularité, candidats qui n'ont pas les connaissances suffisantes pour les postes auxquels ils aspirent. Par exemple, bon, et un candidat à un poste de magistrat pénal qui a montré lors d'un entretien qu'il n'a pas de connaissances solides des concepts en matière pénale. Et il a répondu qu'on lui posait des questions trop techniques. D'autres observations, l'absence de règles claires pour un vote éclairé, comme a dit Monsieur le juge González Alcántara dans son projet d'arrêt de recours d'inconstitutionnalité 164-2024 et cumulatif. Il a analysé qu'aux États-Unis, le vote des juges se fait sur des candidatures, mais dans les cas mexicains, ça sera dans le cadre du système de liste par circuit et non par un organisme juridictionnel spécifique.
Ce n'est pas démocratique, il a dit, il permet pas de voter de manière éclairée et raisonnée. Il s'agirait pas d'élections authentiques. Juste au premier circuit, les électeurs doivent évaluer plus de 1000 candidatures de juges au niveau fédéral. Il faut avoir une véritable option qui implique la possibilité d'un vote éclairé. Et en plus, il est interdit de contracter par les candidats lui-même ou par une autre personne des espaces à la radio, à la télévision ou dans tout autre média pour promouvoir leur candidature. Il n'y a pas les conditions minimales de sécurité requises dans un système démocratique. Les candidats ont le droit d'avoir accès à la radio-télévision conformément à la répartition du temps indiquée par la loi et déterminée par l'INE, l'Institut national électoral. Ils peuvent participer à forums de discussions organisés par l'Institut lui-même ou à ceux offerts gratuitement par les secteurs publics, privés ou sociaux, dans des conditions d'équité. On pose aussi la question, comment serait-il possible de faire, en fait, ce n'est pas possible, faire une campagne à la radio ou la télévision autorisée par l'INE pour plus de 4000 candidates. C'est impossible. Euh, une autre règle, les financements publics ou privés des campagnes des candidats sera interdit, ainsi que les embauches pour eux-mêmes ou par un intermédiaire d'espace à la radio et la télévision ou tout autre moyen de communication. Et cependant, dans la réalité, il n'y a pas les conditions, surtout en considérant l'intervention et la présence du crime organisé. Les partis politiques et les fonctionnaires ne peuvent pas faire des prosélytismes ni se positionner pour contre une candidature. Je donne juste un exemple du bulletin du vote pour les juges de la Cour constitutionnelle. Il faut considérer les juges de la Cour constitutionnelle, les juges de district, les magistrats de circuit, tribunal de discipline judiciaire, le tribunal électoral, etc. Mais dans ce cas, pour la Cour constitutionnelle, pas tout le monde comprend. Même les structures du pouvoir judiciaire, quel juge, quelles sont les fonctions, quel profil est nécessaire. Et on ne connaît même pas les curriculum vitae ou les propositions de tous ces juges. On ne va pas se mettre à réviser plus de des milliards de juges ou au moins de 100 juges pour décider. Et ça ne serait pas nécessairement raisonnable. Bon, dans le bulletin de vote, il est souligné par la couleur, par exemple, dans ces couleurs comme violette pour la Cour constitutionnelle, les juges de la Cour constitutionnelle. Bon, il y a un numéro pour chaque candidat et par ordre alphabétique. Et il faut mettre dans chaque espace les numéros de chaque candidat pour qui on vote. Dans ce cas, pour les juges constitutionnels, les juges de la Cour constitutionnelle, et on a le droit de voter pour 5 candidates qui soient des femmes et 4 hommes. Mais la réalité est que chez les citoyens, on ne comprend pas à quoi s'agit-il. Et moi encore, comment choisir ou comment déterminer pour qui voter. Et la question est, quels seront alors les critères qu'ils vont avoir pour dire pour qui ils vont voter. Et bon, et c'est une théorie, ce n'est pas nécessairement quelque chose que je constate que peut-être avant le moment des votes, quelqu'un les a déjà dit pour qui voter, quel numéro mettre, parce que la réalité, c'est un processus électoral compliqué et pas très clair. En plus, avec beaucoup d'irrégularités. Bon, dans le cas des pouvoirs judiciaires de la fédération, et il y a 30 circuits, mais ça ne correspond pas nécessairement aux critères pour les élections. C'est-à-dire les circuits judiciaires sont déterminés en fonction des entités fédératives, mais non nécessairement. Et on considère aussi les nombres des affaires en raison de chaque zone. Et récemment, l'INE a déterminé, ouais, je peux pas.
pardon, de distritos judiciales electorales, distritos judiciaires électoraux. On a pris sur base et, et des critères des élections pour les députés, ce qui ne correspond pas aux critères des élections des juges et des circuits judiciaires. Alors, un citoyen va voter pour les juges qui ne correspondront pas nécessairement à ces juges qui pourraient affecter leurs droits. Et par exemple, dans la ville de Mexico, le circuit 1, on a 11 districts électoraux. Et à Mexico sont les juges des télécommunications. Et par exemple, quelqu'un qui sera à Aguascalientes, il ne va pas nécessairement voter pour des juges qui pourraient les affecter. En plus, il faut considérer que considérant la juridiction et des juges, on n'est pas par exemple, si on a un immeuble au sud-est du Mexique, mais on habite au nord, on va pas voter pour les juges du sud-est. Alors, on pose encore des questions si c'est légitime, ce système de vote. Et bon, presque pour finir, juste dans le cas fédéral, il y aura l'élection de 9 juges constitutionnels de la Cour constitutionnelle suprême, des magistrats de la salle supérieure du tribunal électoral, 15 magistratures des salles régionales du tribunal électoral, 5 magistratures du tribunal de discipline judiciaire, 464 magistratures, pardon, la circuit, 300, 386 juges des districts et il faut aussi considérer les juges au niveau local. Pour 2025, il n'est pas obligatoire que le pouvoir judiciaire locaux et commence le processus électoral des juges, mais c'est les États fédérés dont les partis et bon, la majorité, le parti officiel Morena, ont décidé et d'aller de commencer aussi les élections en 2025. Il y a plusieurs États fédérés, au total de 7 États fédérés qui vont aussi commencer leur élection. Et bon, ils sont autonomes, ils doivent prendre les bases de la Constitution fédérale, mais ils peuvent changer quelques détails et la rendre question quel devenir pour le pouvoir judiciaire face à un pouvoir judiciaire affaibli, un manque de professionnalisation des juges, à la suppression de la carrière judiciaire, à l'élection populaire des juges, même sans expérience judiciaire, en particulier à la spécialisation qui est requise et qu'ils devront les positionner au niveau système. Quels seraient les résultats et quelles possibilités pour qu'ils protègent des droits fondamentaux au cas des actes des autorités inconstitutionnelles et qui appartiennent à la structure de l'État. Merci.